Dans les villes du Sud, l'odeur n'était pas celle du soufre des sermons, mais celle du vin, de la laine et de l'ail. Sur les marchés de Toulouse, les marchands adultes discutaient du prix du sel et des tissus, tandis qu'au-dessus d'eux, depuis le porche, on entendait déjà parler de hérétiques vicieux qui se réunissaient prétendument la nuit, rejetaient le mariage et transformaient la prière en débauche. Sur la place, on en parlait avec une telle assurance que chacun semblait avoir vu la scène de ses propres yeux. Au même moment, dans des pièces exiguës à la périphérie de la ville, des adultes vêtus de gris priaient jusqu'à l'épuisement, jeûnaient, renonçaient au mariage, à la viande et au luxe, considérant le corps non pas comme une source de plaisir, mais comme une prison. Plus les histoires sur l'hérésie sexualisée devenaient effrayantes, plus une autre réalité apparaissait dans les documents. Derrière les récits sur le péché, on préparait la guerre pour le Languedoc, une région riche et obstinée où convergeaient les impôts, le commerce et les ambitions. Bonjour à tous les spectateurs, je suis ravi de votre attention. Imaginez la voix masculine d'un narrateur qui vous remercie de l'écouter, vous demande d'écrire dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire et quels récits sur l'hérésie et les guerres de religion vous semblent les plus cruels ou les plus manifestement injustes. Cette voix vous souhaite une écoute sereine mais attentive et vous propose d'examiner ensemble comment les accusations de débauche sont devenues un instrument pratique pour conquérir toute une région. Passons maintenant à l'histoire. Sous Raymond VI de Toulouse, le Languedoc était une région méridionale densément peuplée et riche, et non une région périphérique. Les communautés urbaines faisaient du commerce, concluaient des contrats, et dans les études notariales, des clercs adultes enregistraient jour après jour les baux, les prêts et les mariages. Le pouvoir du comte reposait sur des compromis avec les villes et les vassaux, et non sur la seule épée. Ici, on parlait l'occitan, on chantait l'amour courtois, on discutait des taxes sur les ponts et les marchés. L'Église restait une force importante, mais à côté des évêques, existaient des seigneurs puissants et des citadins sûrs d'eux. Dans cet entrelacement d'intérêts, à côté des prêtres catholiques, apparaissaient des personnes que l'on appellera plus tard les cathares. Les textes des cathares ne témoignent pas d'une débauche, mais d'une ascèse rigoureuse. Les parfaits, des hommes et des femmes adultes, rejetaient le mariage, la viande, les serments et aspiraient à la plus grande abstinence possible. Pour eux, tout ce qui était matériel était lié au pouvoir du mal, et donc le plaisir charnel était considéré comme dangereux. Ils se rendaient dans les maisons des laïcs, vivaient sous leur protection, mangeaient peu et priaient beaucoup. Les laïcs qui leur étaient sympathiques inscrivaient dans leur testament des dons pour leur entretien, leur confiaient leur garde spirituelle, mais continuaient à conclure des contrats de mariage traditionnels avec dot et obligations. Là où les prêches tardifs dépeignent des orgies nocturnes, les sources font état de jeûnes de plusieurs jours, du renoncement à la procréation et aux biens matériels. Pourquoi les prédicateurs décrivaient-ils avec tant d'insistance les cathares comme débauchés? Le débat théologique sur le dualisme et la nature de la matière était complexe pour la foule. Il était plus simple de dire que les hérétiques rejetaient le mariage pur, que les hommes et les femmes se réunissaient secrètement chez eux, que l'absence de mariage religieux ouvrait soi-disant la voie à tous les vices. Le cathare, vivant dans l'errance et le jeûne, était présenté dans les récits comme un homme qui ne reconnaît pas les commandements et qui, selon les prédicateurs, est donc capable de tout. Pour un public préoccupé par le contrôle de la corporéité et du mariage, cela fonctionnait mieux que n'importe quel traité. Raymond VI s'est retrouvé au centre de cette tourmente. Il était accusé non seulement de tolérance envers l'hérésie, mais aussi d'avoir une cour prétendument dissolue où l'hérésie et les chants non approuvés par l'Église n'étaient pas réprimés. Cependant, ces chartes et ces traités montrent un souverain préoccupé par les impôts,
les droits judiciaires des villes et l'équilibre des pouvoirs dans la région. Il a tenté de maintenir le Sud dans une relative autonomie par rapport à la couronne du Nord et à la curie papale, sans rompre les liens avec Rome, mais sans devenir un simple exécutant. C'est précisément cette position qui a fait de lui une cible facile. Le comte qui ne réprime pas l'hérésie par la force était déclaré complice de ses péchés. Le meurtre du légat papal a été un moment décisif. Ce crime, commis par des personnes liées au Sud, a été présenté comme une conséquence directe de la dépravation hérétique. Les sermons affirmaient que celui qui permettait la dégradation de la foi et des mœurs finissait par s'en prendre aux représentants de l'Église. Mais dès les premiers mois qui suivirent l'assassinat, les documents montrent autre chose. La préparation d'une croisade commence, dans laquelle les promesses de terres et de revenus jouent un rôle clé. Les terres, infectées par le vice hérétique, sont déclarées butin légitime pour ceux qui se rendront dans le Sud avec des armes. Les grandes propriétés, liées à la maison de Toulouse et à d'autres seigneurs du Sud, sont considérées à l'avance comme de futurs trophées. À partir de ce moment, les accusations d'hérésie sexualisée commencent à remplir une fonction fictive. Pour convaincre les chevaliers du Nord qu'ils ne partent pas piller leurs voisins, mais purifier le monde, il faut leur montrer qu'il s'agit de lutter contre une menace qui pèse sur les fondements mêmes de la société: le mariage, la famille, le contrôle des corps. Les histoires de lits secrets et de communautés des femmes deviennent un prétexte moral sous lequel se prépare le partage du Languedoc. Dans le même temps, les textes cathares et les procès-verbaux de l'Inquisition, rédigés plus tard, témoignent d'un programme ascétique extrêmement sévère envers le corps. Mais ceux pour qui le Sud est déjà devenu une carte promettant de futures concessions ne les entendent presque pas. Pour Raymond VI, cela signifie que toute manœuvre politique de sa part est interprétée comme une faiblesse morale. Sa tentative de maintenir la paix avec les villes, sans procéder à un massacre massif, est perçue comme une preuve de complaisance envers la débauche. Les légats papaux opérant dans le Sud prennent l'habitude d'associer les menaces de châtiment spirituel à la perspective de confiscation. Tout seigneur qui refuse de livrer les cathares ou de détruire leurs refuges risque de voir ses terres attribuées à des chevaliers plus obéissants en récompense de leur zèle. Et plus les chers décrivent haut et fort les vices des hérétiques, plus il est facile de signer des lettres dans lesquelles les châteaux et les villages passent à de nouveaux propriétaires pour leur participation au nettoyage de la région. La vie quotidienne dans le Languedoc à cette époque reste reconnaissable et d'une normalité inquiétante. Les artisans adultes se marient, s'occupent de la dot de leurs filles, se disputent avec les shérifs au sujet des impôts. Dans les maisons qui accueillent les prédicateurs cathares, les tâches ménagères habituelles sont accomplies. Mais dans les chroniques futures, ce n'est pas cette routine qui restera, mais le feu et les accusations. Le mythe retiendra l'hérésie sexualisée comme cause de la guerre. Le document montrera la coïncidence entre les péchés révélés et les moments propices à la confiscation. Et déjà à ce stade, il est clair que le péché, dans cette histoire, est préparé pour servir de couverture à un programme fiscal où les mœurs ne sont qu'un langage pour décrire la conquête et les impôts. La croisade contre le Languedoc n'a pas commencé par un coup d'épée, mais par la construction d'une image de l'ennemi. Les sermons qui circulaient dans le Nord décrivaient de plus en plus insistant le Sud comme une terre où la décadence se cachait sous le couvert de l'enseignement. On parlait de sectes rejetant le mariage, de maisons où hommes et femmes se réunissaient sans la bénédiction du prêtre, de rites secrets qui auraient été pratiqués la nuit. Pour les auditeurs, ces images aboutissaient à une conclusion simple. Si l'ordre du mariage s'effondrait, la communauté chrétienne elle-même s'effondrait. Dans le même temps, les chancelleries préparaient des listes de fiefs qui pourraient être transférés aux participants à la campagne si leurs propriétaires étaient déclarés hérétiques ou leurs protecteurs. Le langage moralisateur et les tableaux comptables allaient de pair,
traçant un même itinéraire vers le sud. Après le meurtre du légat, qui servit de prétexte, Raymond VI se retrouva officiellement parmi les suspects. Il fut convoqué à des audiences ecclésiastiques où on lui demanda de se repentir et de promettre des mesures sévères contre les cathares. Extérieurement, cela ressemblait à un différend sur la foi et la discipline. Dans les lettres officielles échangées entre Paris, la curie papale et les seigneurs du Nord, un autre objectif était indiqué. Un motif légitime pour intervenir dans les affaires de Toulouse et des domaines voisins. Au niveau des formulations, l'accusation était formulée comme négligence de la pureté de la foi et complaisance envers la débauche et l'hérésie. Dans la pratique, cela ouvrait la voie à l'introduction d'une armée étrangère dans la région. À cette époque, les communautés cathares vivaient leur ascèse rythmée et difficile. Les parfaits continuaient à jeûner, à faire le tour des maisons, à bénir les laïcs qui acceptaient leur enseignement, mais eux-mêmes restaient célibataires, sans propriété et sans liens familiaux habituels. Les archives de l'Inquisition, rédigées plus tard, lorsque le Sud avait déjà été vaincu, consignent les souvenirs d'adultes témoins des nuits passées en prière, des jeûnes douloureux, de la peur de violer leurs vœux. Cela contraste fortement avec l'image dépeinte par les prédicateurs de la croisade. Mais même ces protocoles sont utilisés de manière sélective. Lorsqu'il s'agit de montrer l'offense au mariage, l'accent est mis sur le fait que les cathares rejetaient effectivement la conception ecclésiastique du mariage, tandis que les détails de leur abstinence sont laissés de côté. La campagne menée par les légats papaux s'est constituée comme une coalition d'intérêts. Les chevaliers du Nord recherchaient des butins et de nouvelles terres, la couronne française y voyait une chance d'étendre son influence, l'Église cherchait à renforcer la discipline et à créer un précédent d'intervention dans les affaires des souverains régionaux. L'accusation de hérésie sexualisée permettait de réunir ces motivations. Si l'adversaire apparaît non seulement comme politiquement peu fiable, mais aussi comme moralement corrompu, toute action à son encontre est plus facilement présentée comme une purification. Des hommes adultes se rendèrent dans le Sud, pour qui les fiefs promis n'étaient pas une abstraction. Derrière chaque nom se cachaient de véritables châteaux, des vignobles, des droits de justice sur la population locale. Raymond essayait de manœuvrer. Il acceptait certaines concessions, promettait de poursuivre les hérétiques, participait aux négociations, cherchait à s'allier avec d'autres seigneurs du Sud. Ces démarches peuvent être retracées dans les chartes et les traités, où il reconnaît certaines exigences, s'efforçant de ne pas rompre définitivement ses relations avec l'Église. Mais au moment où la croisade est déjà lancée, les manœuvres personnelles du comte ne changent pas grand-chose. Ses possessions se retrouvent sur la ligne de mire, non pas parce qu'il est soudainement devenu plus dépravé ou plus tolérant qu'auparavant, mais parce que le Sud dans son ensemble est désigné comme un espace infecté par le péché hérétique, propice à une redistribution militaire. Le premier épisode majeur qui restera dans les chroniques sera la destruction de communautés entières sous le slogan de la lutte contre l'hérésie. Dans la description officielle, ces événements sont accompagnés de formules évoquant la juste colère, le fait que les catholiques et les hérétiques se seraient mélangés dans les villes, l'impossibilité de séparer les purs des souillés. Les documents économiques de la même période consignent déjà d'autres détails. La liste des biens saisis, la description des terres passant entre les mains de nouveaux propriétaires, l'enregistrement des revenus désormais versés non plus aux seigneurs locaux, mais aux chevaliers étrangers et à leurs alliés. Là où les récits évoquent des sectes dépravées, les marges des actes sont remplies de notes sur les dîmes, les rentes et les impôts. Les parfaits du cathare se révèlent particulièrement vulnérables dans ces affrontements. Leur mode de vie peut facilement être considéré comme un défi. Ils ne reconnaissent pas les sacrements de l'Église, ne contractent pas de mariage sacré et refusent les serments. Pour le pouvoir, qui s'appuie sur la fidélité jurée et l'union sacralisée, cela ressemble à un rejet des fondements mêmes de la société.
Mais derrière ce conflit de fond se cache également un calcul. Si l'on déclare qu'un certain groupe n'est pas simplement dans l'erreur, mais moralement dangereux, il est plus facile de le détruire et de priver ses protecteurs de leurs biens. Les procès-verbaux rappelleront plus tard comment des hommes et des femmes adultes liés au mouvement qatari ont été privés de leurs droits et de leurs biens, et comment leurs anciens protecteurs sont passés dans la catégorie des suspects dont les châteaux et les terres sont soumis à révision. Dans cette histoire, Raymond est tantôt un ennemi, tantôt un objet de pression, tantôt un allié forcé. Il peut être à nouveau reconnu, à nouveau excommunié, utilisé comme négociateur, puis à nouveau soupçonné. Les légats papaux prêtent attention non seulement à son attitude envers la foi, mais aussi à sa capacité à contrôler les villes où les sympathies cathares sont fortes. S'il ne peut ou ne veut pas réprimer ses sympathies par la force, il est présenté comme un souverain indigne d'exercer pleinement son autorité sur son territoire. Et chaque argument de ce type devient une brique dans le mur qui sépare le Sud de son ancienne autonomie. Parallèlement, l'influence de la couronne du Nord s'intensifie. La cour française, qui se positionnait encore récemment avant tout comme un acteur de la politique européenne, a désormais la possibilité d'intégrer le Sud à son propre domaine. La croisade, lancée sous des slogans religieux, donne l'occasion d'installer sur les terres conquises des personnes fidèles à Paris. Et là encore, le langage du péché sert de prétexte. Les confiscations et les redistributions ne sont pas expliquées comme une extension du pouvoir royal, mais comme une punition pour avoir favorisé l'hérésie et l'immoralité. Les actes confirmant les nouvelles concessions répètent régulièrement le motif de la lutte contre la décadence, mais derrière chaque acte se cache un changement dans la carte de propriété. Les structures inquisitoriales qui apparaissent dans ce contexte occupent une place particulière. Elles sont présentées comme un instrument de purification, mais deviennent en fait une partie intégrante du réseau administratif à travers lequel le centre surveille la loyauté de la population locale. Les interrogatoires de témoins adultes, la contrainte à la délation, l'enregistrement des liens avec les prédicateurs qataris. Tout cela n'est pas seulement un travail religieux, mais aussi une collecte d'informations sur les réseaux de confiance dans le Sud. Dans les procès-verbaux, les questions sur la foi côtoient celles sur qui a donné sa maison à qui a caché qui était lié à qui par des mariages et des transactions. Ainsi, le hérésie sexualisée devient un prétexte commode pour réécrire les liens sociaux et remplacer les anciens patrons par de nouveaux. Pendant ce temps, la vie quotidienne en Languedoc continue. Les marchands adultes négocient les livraisons de sel, les vignerons vivent une nouvelle année, les femmes s'occupent de la dot, les hommes s'occupent des champs et des ateliers. Mais une ombre plane progressivement sur cette routine. Chaque maison, qui a autrefois accueilli un prédicateur cathare, peut devenir suspecte. Chaque contrat conclu avec la participation de personnes liées à ce mouvement peut être révisé. Dans ces conditions, les accusations de hérésie et de débauche ne sont plus seulement des mots prononcés depuis la chair, elles deviennent une menace de rupture des liens habituels et de perte de propriété. Le mythe raconté plus tard se limitera souvent à l'image d'une secte dépravée et d'un Sud débauché qu'il fallait soi-disant remettre en ordre. Les documents conservés dans les archives notariales, les procès-verbaux de l'Inquisition et les actes royaux montrent autre chose. Un travail conscient visant à créer l'image d'un ennemi moral, pratique pour justifier la conquête. Raymond VI, ses vassaux, les villes du Languedoc et les communautés cathares se retrouvent ainsi pris dans un même engrenage où le péché n'est pas un état intérieur des personnes, mais une marque qui permet d'inclure leurs terres et leurs corps dans l'agenda fiscal. Et plus la croisade avance, plus il apparaît clairement que sous les cris dénonçant une hérésie sexualisée se cache une vague beaucoup plus prosaïque, celle des impôts, des confiscations
et des changements de propriétaires. Et plus l'armée du Nord s'enfonçait dans le Languedoc, plus les deux réalités divergeaient. Sur les places publiques et dans les sermons, on parlait de corruption du mariage, de communautés séduites et de débauche des hérétiques, tandis que dans les tentes officielles et les bureaux de campagne, on dressait des listes de terres, de vignobles, de moulins et de droits portuaires. Au début du siège des grandes villes, il devint évident que chaque épisode présenté dans les chroniques comme une purification morale s'accompagnait d'un inventaire précis des biens passant entre les mains de nouveaux propriétaires. Raymond, qui était encore autorisé à participer aux négociations, voyait que les questions relatives à ses relations avec les cathares se transformaient en tableaux comptables. Qui possède quoi? À qui appartient le droit de percevoir des droits de douane? Quelle famille contrôle les passages et les marchés? Son poids politique diminuait non pas à cause des accusations de débauche, mais parce que ces structures de propriété attiraient trop l'attention de ceux qui voulaient se partager le Sud. Les cathares eux-mêmes menaient à cette époque une vie difficile et épuisante entre fuite et siège. Leur ascétisme, tel qu'il est décrit dans les témoignages tardifs de l'Inquisition, semblait encore plus éloigné de l'image d'une secte débauchée aux yeux des observateurs extérieurs. Les femmes adultes qui recevaient le consolamentum renonçaient au mariage et à la propriété. Les hommes qui accompagnaient les prédicateurs vivaient d'aumônes, dormaient dans des granges et des greniers, se cachaient dans les faubourgs. Cependant, même ces témoignages, recueillis plus tard sous la pression, pouvaient facilement servir de base à des accusations. S'ils rejetèrent le mariage, cela signifiait, aux yeux de leurs adversaires, qu'ils le profanaient. S'ils vivaient séparés de la structure paroissiale, cela signifiait qu'ils corrompaient la communauté. Le langage des chroniques hostiles était flexible, permettant de présenter n'importe laquelle de leurs particularités comme une menace morale. Le tournant s'est produit lorsque les troupes du Nord ont conquis de nouveaux territoires. Les confiscations étaient invariablement officialisées par des formules de protection de l'hérésie. Les seigneurs considérés comme des complices des cathares faisaient l'objet d'enquêtes au cours desquelles, en présence de témoins adultes, on ne consignait pas leurs péchés réels, mais ce qui pouvait être enregistré à leur encontre afin de redistribuer leurs biens. Les textes de ces actes sont souvent rédigés à l'identique. Ils mentionnent la complaisance, les réunions secrètes, les coutumes profanatrices, mais leur élément principal est la liste des biens passants sous le contrôle de la couronne ou des chevaliers alliés. C'est précisément la coïncidence entre les accusations morales et les avantages financiers qui rend ces documents particulièrement inquiétants. C'est comme si la structure même du pouvoir avait suggéré de transformer la foi en un instrument d'imposition. Le Parlement de Paris, fort d'un puissant levier issu de la campagne, commença à consolider de plus en plus activement ses conquêtes sur le plan juridique. Une série de décisions judiciaires a permis d'établir de nouveaux seigneurs dans le Sud, de nouvelles frontières de responsabilité, une nouvelle carte de dépendance vassale. Dans chaque décision, il était obligatoire de faire référence aux doctrines profanées, comme si elles exigeaient une intervention. En réalité, cela servait de mécanisme de légitimation. Sous le couvert de la lutte contre l'hérésie, le Nord consolidait son droit de contrôler le Languedoc. Raymond, qui tentait encore de défendre ses terres, découvrit que chaque action de son pouvoir était considérée sous le prisme du soupçon moral, rendant son statut de plus en plus précaire. Les structures inquisitoriales, mises en place après les premières conquêtes, ont consolidé cet ordre pour toujours. Les interrogatoires des témoins adultes, paysans, artisans, marchands, ne visaient pas tant à déterminer qui adhérait réellement à la doctrine cathare qu'à dessiner un réseau de relations permettant de suivre la loyauté. Les questions se résumaient à savoir qui avait passé la nuit chez qui avait donné à manger, qui avait hébergé les prêcheurs. Chaque réponse tirait une chaîne qui pouvait conduire à l'accusation du seigneur local,
et l'accusation ouvrait toujours la porte à la confiscation. L'Inquisition devenait non seulement un instrument spirituel, mais aussi un moyen de contrôler l'économie du Sud. Dans les rues des villes, les adultes vivaient sous une double menace. D'une part, la peur de l'armée, qui pouvait les punir pour tout lien avec les hérétiques. D'autre part, la peur de perdre leurs biens au moindre soupçon. Les citadins avaient déjà constaté que les noms figurant sur les listes de confiscation n'appartenaient pas seulement à des cathares convaincus, mais aussi à ceux qui avaient un jour donné l'hospitalité à un prédicateur ou qui étaient apparentés à un suspect. Dans ces conditions, la notion de hérésie sexualisée devenait définitivement un instrument de répartition des biens. Il suffisait de prouver qu'une maison était souillée par la présence d'hérétiques pour qu'elle passe entre les mains de ceux qui avaient participé à la campagne. À cette époque, il était devenu évident que la doctrine cathare était utilisée comme une image commode de l'ennemi, sur fond de laquelle les changements structurels pouvaient apparaître comme une punition juste. Les habitants du Sud, habitués à leur propre système de droit, de mariage, de contrats et de tribunaux locaux, se retrouvaient face à un mécanisme qui érodait leur autonomie pas à pas. Raymond, privé de son influence antérieure et considéré comme peu fiable, s'est retrouvé impliqué dans un processus plus vaste, un processus dans lequel le langage religieux servait de façade pour dissimuler des objectifs fiscaux. Le Sud perdait lentement son identité, passant d'un monde indépendant de villes, de marchands et de chevaliers à un appendice du système de pouvoir du Nord, où tout péché avait une valeur monétaire et était mesuré en rente, en vignobles et en forteresses. Et lorsque les chroniqueurs du Nord décrivaient le Sud comme une terre de réunion immorale, à Toulouse même, les choses étaient différentes. Les gens voyaient des hommes et des femmes adultes se réunir dans des maisons pour prier et recevoir des enseignements stricts et non pour se livrer à des excès. Mais les sermons prononcés depuis les chairs de Paris affirmaient avec insistance le contraire. Les cathares détruisaient prétendument les mariages, souillaient les maisons et entraînaient les laïcs dans des pratiques immorales. Ces images ne correspondaient pas à ce que les procès-verbaux de l'Inquisition ont ensuite consigné. Il y était question de pain, d'eau, de conversation et d'abstinence. Mais pour un observateur extérieur, il était plus facile de croire au pire. Ainsi, la guerre semblait être une question de salut et non de conquête. Bonjour à tous et merci de votre attention. Écrivez-moi d'où vous regardez et quels récits historiques sur la lutte pour la foi vous semblent les plus cruels. Je vous souhaite une écoute paisible et attentive. Passons maintenant au récit. Raymond de Toulouse s'est retrouvé pris au piège où chacun de ses actes devenait une preuve à charge. S'il tentait de maintenir la paix avec les villes, on expliquait cela par sa complaisance envers une hérésie dépravée. S'il faisait des concessions au Nord, on l'accusait de faiblesse. Les prédicateurs du Nord dépeignaient le Sud comme un espace de mariage profané, alors que les textes cathares parlaient d'une ascèse extrême, dans laquelle le corps était considéré comme une source de souffrance et non de plaisir. Mais les rumeurs de doctrines perverses étaient plus commodes. Elles permettaient de transformer le conflit politique en un champ d'horreur morale et de peur. Cela est particulièrement visible dans les confiscations. Chaque fois que les légats annonçaient des péchés révélés, cela était suivi de listes de terres, de moulins, de jardins et de maisons passant à de nouveaux propriétaires. Le péché devenait un sceau juridique, après quoi les biens de Raymond et de ses vassaux pouvaient être transférés à ceux qui soutenaient le Nord. Le plus souvent, cela se faisait dans le cadre d'actes où l'hérésie était mentionnée dans une ligne et dans la suivante, la rente versée à la couronne. Le Sud vivait dans la peur. Toute rencontre pouvait être qualifiée de réunion secrète, toute conversation de séduction. Les inquisiteurs interrogeaient les témoins adultes sur les nuitées des prédicateurs, l'échange de pain, les prières, mais les scribes,
ajoutaient dans leurs rapports des formules sur la dépravation des mœurs. Ainsi, l'ascèse réelle des cathares se transformait en caricature politique. Raymond devint le symbole d'une région qu'il fallait purifier. On le dépouilla de ses châteaux, de ses droits, de ses terres. Chaque mesure était accompagnée d'une rhétorique sur le peuple séduit. Mais les actes montrent l'essentiel. La guerre pour le Languedoc était un jeu de contrôle du territoire, des impôts et du pouvoir judiciaire. L'image sexualisée de l'hérésie permettait de transformer n'importe quelle action en prétexte d'intervention. Le résultat final était prévisible, les cathares ont disparu, leur doctrine s'est dissoute, Raymond a perdu le pouvoir et le Nord a consolidé son ordre. Mais le mythe de la débauche du Sud est resté, commode, sonore, facile à répéter. Les documents montrent cependant la triste vérité. Chaque péché dénoncé était étroitement lié à la confiscation et à la redistribution des ressources. La morale servait de toile de fond, tandis que le mécanisme de la guerre était fiscal et politique. La poussière de ces événements s'est lentement déposée, et plus on s'éloignait du bruit artificiel des sermons, plus il devenait clair que le Sud n'avait pas connu une lutte pour les mœurs, mais une redistribution durable du pouvoir. Raymond de Toulouse, que les chroniqueurs du Nord dépeignaient presque comme le protecteur de la débauche, s'est en fait avéré être le dernier grand représentant d'une tradition politique qui n'a pas été autorisée à survivre. Sa défaite a consolidé le nouvel ordre. Les terres sont passées aux barons du Nord, les impôts ont été versés au trésor royal, et les institutions de contrôle, l'Inquisition, les tribunaux, les chambres fiscales, se sont renforcées sur le territoire où régnaient auparavant les coutumes locales. Les actes de confiscation montrent à quel point ces mécanismes fonctionnaient minutieusement. Chaque maison, chaque moulin, chaque vignoble était décrit comme souillé par l'hérésie et donc susceptible d'être transféré à d'autres propriétaires. La formule était répétée des dizaines de fois, comme si le papier lui-même devait convaincre ceux qui le liraient des siècles plus tard qu'il ne s'agissait pas d'une conquête, mais d'une punition. Mais les chiffres des rentes indiqués à côté révélaient le véritable objectif, le contrôle de l'économie de la région. Pendant ce temps, l'image des cathares se cristallisait définitivement dans les sermons. Ils continuaient d'être décrits comme des destructeurs du mariage, alors que dans les procès-verbaux d'interrogatoire, les témoins adultes parlaient de renoncement à la nourriture, aux biens et à l'intimité. La rhétorique nordique transformait le mouvement ascétique en épouvantail, capable de justifier n'importe quelle intervention. Ce contraste entre la propagande et le document est devenu le nerf central de toute l'histoire. Raymond a tenté de manœuvrer, mais chacun de ses gestes a été interprété en faveur de l'accusation. S'il défendait ses sujets, on parlait de complicité avec le vice. S'il acceptait les exigences des légats, on parlait de duplicité. Ses propres lettres, conservées sous forme de fragments, montrent un dirigeant mature qui comprend que l'ampleur des accusations le dépasse, qu'il est devenu un symbole et qu'il est désormais impossible de lutter contre cela par des moyens politiques. Lorsque la guerre a finalement englouti le Languedoc, il est devenu évident que le mythe avait joué son rôle. La hérésie vicieuse était une façade retentissante qui a permis à Paris et à Rome de diviser le Sud, de renforcer leurs institutions et d'éliminer la résistance sous le prétexte de sauver les âmes. D'autres documents montrent qu'après la chute des communautés cathares, le système de contrôle n'a pas été affaibli, mais au contraire renforcé. Le Sud est devenu partie intégrante d'un nouvel ordre où chaque village et chaque marché étaient liés au pouvoir royal. Et le silence final qui a suivi ces événements révèle la vérité la plus honnête de ce qui s'est passé. Le mythe de l'hérésie sexualisée s'est dissous dans les sermons, les chroniques et les légendes tardives. Le document a conservé autre chose, des listes de biens, des tribunaux,
des impôts, des ordonnances. Les décisions ont été prises par des hommes adultes qui cherchaient à renforcer leur pouvoir. L'hérésie est devenue un masque commode et la guerre, un instrument grâce auquel le Languedoc a été définitivement intégré à la structure du royaume du Nord.